y a de très fortes chances pour que la majorité des personnes qui regardent cet épisode aient déjà eu au moins une fois dans leur vie cette petite console de jeu entre leurs mains. Mais la question est-ce qu'il s'agit vraiment de la console à laquelle vous pensez? En d'autres termes, est-ce qu'il serait intéressant de faire l'inspection d'une console Nintendo DS standard? Eh bien la réponse est probablement non, parce que celle-ci n'est pas une console DS standard. Elle dispose d'un câble qui lui est rattaché et qui la relie à ce boîtier. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'une batterie externe ni même d'un chargeur hypertrophié, il s'agit vraiment d'un kit de développement pour Nintendo DS, c'est-à-dire un ordinateur qui travaille en liaison avec une station de type PC, à partir duquel on peut développer un jeu complet pour cette console que l'on teste progressivement là-dessus comme sur une console grand public. Et il faut savoir que pour s'en procurer un et être officiellement reconnu comme développeur Nintendo, les studios devaient débourser plus de 15 000 € pièce, mais à ce prix-là, Nintendo fournissait aussi le logiciel de développement. Et je précise au passage que c'est un kit qui est toujours opérationnel, c'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait servir à développer, même aujourd'hui, un jeu pour console Nintendo DS. En bref, avec ce troisième épisode d'inspection, on continue notre investigation des kits de développement, et d'ailleurs comme le précédent, celui-ci appartenait aussi à un studio de développement parisien. Donc pendant les prochaines minutes, je vous propose de décortiquer le hardware professionnel d'une machine qui a été fabriquée pour Nintendo. Je dis pour Nintendo et non pas par Nintendo parce qu'en observant ce kit dénommé Nitro, on s'aperçoit qu'il est signé Intelligent Systems, qui n'est autre qu'une société japonaise de développement de jeux et d'outils hardware appartenant à Nintendo, fondée d'ailleurs par des membres de l'ancienne équipe de R&D au milieu des années 80. Et par cette étiquette, il est bien mentionné que ce kit ne doit pas être vendu et qu'il reste la propriété de Nintendo, et quand on sait la somme qu'il fallait débourser pour en avoir un, c'est à se demander s'ils ne se foutent pas un petit peu du monde. Bref, on retrouve sur cet horrible boîtier bleu tous les emplacements pour cartes et cartouches nécessaires au développement, mais également tous les connecteurs de sortie audio-vidéo, écran du haut, écran du bas, l'entrée de la lime externe, un réseau de 8 deep switch, le port USB pour le relier à un PC et un RJ45 pour le réseau. Le boîtier, qui est la reproduction fidèle de la DS, ne devrait pas contenir beaucoup d'électronique, car il n'est là que pour l'affichage et les inputs par les divers boutons, le pad et l'écran tactile du bas, et aussi la sortie son à côté de l'écran supérieur. Bien entendu, tout a été reproduit pour que l'expérience de jeu soit la même qu'avec une DS publique. On commence donc notre investigation, et ça passe en premier lieu par le démontage de l'émulateur. Et il y a donc au moins 4 circuits imprimés dedans. On voit ici que le gros câble est raccordé à la première des 4 cartes par cet impressionnant connecteur qui regroupe une nappe de 2 x 40 fils par paire de couleurs qui sont respectivement orange, gris, blanc, jaune et rose. Et on voit là un assez grand nombre de condensateurs de découplage, ce qui signifie qu'il y a probablement un important circuit intégré de l'autre côté. Apparemment, les cartes sont pluguées entre elles par des connecteurs carte à carte. Comme ces noirs là, et les blancs tout au fond. Il n'y a aucune vis sur la face avant qui retient ce panneau avec tous les connecteurs. Ça signifie donc qu'en dévissant ces vis, on peut facilement extraire la structure des cartes en boîtier de ce châssis bleu. Vous le voyez, on en trouve à chaque coin, donc ça devrait suffire. Ah, ça coince un petit peu par là-haut, et en fait il faut aussi dévisser celui-ci pour détacher le câble. J'allais oublier le dernier, l'isolation à la terre. Voilà, il n'y a plus rien qui retient la structure, donc je peux la retirer du châssis. Et on se retrouve avec notre empilement de 4 circuits imprimés double face. Et ce que je peux dire jusque là, c'est que c'est de l'excellente conception, propre et compacte. Et regardez cet imposant bloc de céramique ferromagnétique non conducteur qu'ils ont placé là pour supprimer le bruit de haute fréquence qui pourrait circuler dans cette nappe. Et ils ont d'ailleurs fait de même pour ces 3 LED rouges, ça par contre c'est déjà plus rare. J'ai également compté 2 x 40 fils de couleur pour cette nappe, donc je suppose qu'il y a un rapport avec cette autre nappe de 2 x 40 fils.
On passe maintenant au décortiquage de chacun de ces circuits imprimés et je commence par la première, qui est aussi reliée à la quatrième par l'imposant connecteur de 80 broches. Et on découvre une carte fille, soit un cinquième circuit dans ce kit de dev. Carte fille qui est bien entendu pluguée par ce mini connecteur carte à carte. Avant de voir plus près de quoi il s'agit, je déconnecte cette nappe. Voilà, donc je peux vous dire que des connecteurs comme cela coûtent la peau des fesses. Et on peut voir que cette carte est labellisée NTR EMU Nitro CPU. Il s'agit donc de la carte qui embarque le CPU. Et je pense que cette carte est le contrôleur de liaison sans fil. On va en avoir le cœur net tout de suite. Alors en effet, on peut lire en haut Wireless Adapter. Et par contre, il y a un emplacement blanc ici, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été peuplé. En tout cas, les pistes que l'on voit sont juste celles de la première couche de cuivre de la carte, difficile donc de deviner. Bien entendu, il y a beaucoup de signal analogique ici, d'où la présence d'autant de passifs en SMD. Au niveau des circuits intégrés, on trouve... Alors, je n'arrive pas à identifier celui-là. Ici, un sextuple trigger de Schmitt inverseur, série 74 bien sûr. Et ce boîtier QFN Mitsumi 48 broches MM3155 est un modulateur de fréquence radio et dispose d'un quartz de 22 MHz pour le cadencer. On passe maintenant à la carte du CPU qui dispose comme il se doit de cette pile de backup. Tous ces réseaux de résistance SMD et ces circuits intégrés sont bien entendu rattachés au connecteur carte à gauche. Ce sont des transceivers 8 bits à 3 états non inverseurs et ils sont au nombre de 5. On a ensuite le petit connecteur carte à carte pour la carte fille contrôleur de liaison sans fil et la pièce de résistance en boîtier BGA, le CPU ARM brandé Nintendo cadencé à 66 MHz qui se base sur un oscillateur de 32,768 kHz. Ici une mémoire Fujitsu FCRAM de 2 MB sur 16 bits directement rattachée au CPU. Et juste derrière le CPU, de l'autre côté de la carte, sont disposés les condensateurs de découplage, comme j'en parlais tout à l'heure. On poursuit le décortiquage et j'en profite pour déclipser l'autre côté du gros connecteur. Et franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une ferrite aussi grosse jusqu'à maintenant. Je retire maintenant le second circuit imprimé, celui situé juste derrière la carte CPU. Et mis à part servir de passerelle et de support à quelques connecteurs, il est pratiquement dénué de composants. La troisième carte en revanche est assez complexe. L'entrée du courant continu se fait ici, cette région gère donc la régulation des tensions locales et la conversion continu-continu, et on a toute une partie logique sur la seconde moitié. Donc quand on y regarde de plus près, il y a une première protection par ce fusible à tube en verre de 5 A, suffisamment dimensionné par rapport aux tensions qui circulent. Les condensateurs électrochimiques sont des Rubicon 85 degrés japonais, celui-ci est même scellé avec du silicone, donc aucun souci de qualité. Au niveau de l'entrée, on trouve self, diode et condensateur de filtrage Rubicon, et un composant que l'on trouve de nombreuses fois est ce régulateur de tension faible perte Sharp à sortie variable PQ30R. À ses côtés, une variante PQ05R qui peut drainer jusqu'à 2 A en sortie, un autre PQ30R. La gestion de ce port USB est assurée par ce contrôleur USB NEC D720122 pulsé par ce quartz de 30 MHz. On s'approche du processeur qui règne sur cette carte et voici deux mémoires, une SRAM NEC de 128 kg sur 16 bits et une mémoire flash Spansion de 2 MB sur 16 bits. Et le processeur en question est ce QFP NEC de 144 broches qui est un microcontrôleur RISC 32 bits cadencé par ce quartz de 5 MHz dont le travail va être d'assurer l'interface entre la plateforme de développement PC Mac et l'architecture ARM de cet émulateur de DS. Mais apparemment il se fait aider aussi pour ça de ce CPLD Altera Max de 2500 éléments logiques et 128 macrocellules cadencé par ce quartz de 32 MHz. Le dernier quart de la carte mère est emboîté au troisième par ce connecteur carte à carte blanc, il ne me reste donc plus qu'à les séparer pour y avoir accès. Et par déduction, je me doute que celle-ci sera en charge de tout ce qui se rapporte à l'affichage et à la gestion des pixels, donc ça devrait être relativement complexe ici aussi. Ces deux connecteurs à droite sont chacun utilisés pour le monitoring des écrans inférieurs et supérieurs de la DS dans l'environnement de développement sur l'écran du PC, et la mise en réseau se fait par ce connecteur RJ45. On a donc deux blocs de composants identiques,
ici pour celui-là et ici pour celui-ci. Tout ça sous le contrôle de ce massif FPGA Xilinx Spartan de 5508 éléments logiques accompagné de cette SDRAM de 32 Mb, tandis que sont disposés les différents composants de régulation de tension en bordure de ce circuit, mais on va y revenir. Je constate que par rapport à ce FPGA, Intelligent Systems a choisi de disposer les condensateurs de découplage tout autour du composant et non pas de l'autre côté de la carte, juste derrière comme ça se pratique couramment pour avoir la plus courte distance avec les broches concernées. Même chose pour cette SDRAM Elpida, mais ça c'est déjà plus souvent le cas. Au niveau de l'étage de régulation de tension, on retrouve l'écharpe déjà présent sur le précédent circuit imprimé, ainsi que ce package TO220 qui n'est autre qu'un régulateur abaisseur LM2676 et aussi ce LP3892ES rapide et à faible perte et toujours CPQ30R. La dernière étape dans ce décortiquage va être d'analyser le contenu de la console blanche, donc auparavant je vais dégrafer son câble du connecteur. Et il ne reste plus qu'à retirer le boîtier. Alors par contre, pour une raison qui m'échappe, puisque jusqu'à présent Nintendo n'a utilisé que des vis Phillips cruciformes, là on a des vis à empreinte triangulaire, juste pour faire chier. Ce compartiment n'est bien sûr pas utilisé ici. On peut y voir l'autre côté du connecteur, ce qui sous-entend qu'il occupe tout cet espace. Voilà, et comme on pouvait s'y attendre, il n'y a vraiment pas grand chose dans ce boîtier. On comprend maintenant mieux pourquoi la nappe est scindée en 2 x 40 fils, il y en a 40 pour l'écran du bas et 40 pour l'écran du haut, et d'ailleurs toute la partie droite du circuit contient l'ensemble des traces qui remontent le signal de ce connecteur jusqu'à la nappe flexible de l'écran supérieur. Et à gauche, on doit sans doute avoir essentiellement les composants en rapport avec la gestion de l'alimentation locale et du son. Je suis curieux de voir comment l'ensemble de ces câbles a été raccordé au brochage. Ben donc, sans surprise, c'est un travail méticuleux. Voyez donc par vous-même. Et avant de s'intéresser aux composants à gauche, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté de ce circuit double face. Bon, comme vous le voyez, mis à part l'écran, on n'a pas grand chose à voir. Je vais d'ailleurs le retirer pour avoir une vue dégagée. Voilà, on n'a principalement que des SMD passifs, ce qui est évident puisque la nature du courant qui arrive par ces fils est d'origine analogique pour l'image et le son. On a de part et d'autre les touches de contrôle, et c'est avec une membrane souple dans le dos caoutchouté et conducteur que se font les contacts. Et ceci est bien entendu la nappe flexible de ce second écran. Et pour terminer, on s'attarde un court instant sur la circuiterie en charge de la production et de la gestion du son autour de ce synthétiseur Mitsumi 3325A. Difficile de trouver des informations précises sur ce circuit qui dispose de 16 pistes en ADPCM. On a bien sûr beaucoup de passifs, résistance, condensateur de liaison, inductance autour de lui, et la sortie son écouteur se trouve d'ailleurs juste à proximité. Sur ce kit émulateur, ce bouton sert également de mise sous tension de ce boîtier console. Et ceci est le câble qui porte le signal Wi-Fi jusque vers l'antenne à côté de l'écran supérieur. Voilà ce qui conclut cet épisode, et ce qui m'a étonné dans ce kit de dev, c'est de ne pas avoir vu de circuit intégré propriétaire de type ASIC, comme ça a été souvent le cas dans le kit de la PS2. Visiblement, Nintendo préfère utiliser des composants déjà existants pour leur design électronique plutôt que d'investir dans la conception de circuits intégrés spécifiques.